Salut à vous, les amoureux et amoureuses de l'amour et de Mariés au premier regard. Et je suis super contente de vous accueillir dans cet avant-dernier épisode analyse de la saison 9 de Mariés au premier regard. Et avant qu'on plonge dans le vif du sujet et qu'on analyse les 5 couples qu'on a suivis dans cet épisode en essayant d'éviter au maximum les répétitions, je voulais vous partager un petit chiffre intéressant. Aujourd'hui, depuis l'annonce du divorce de Laure et Mathieu de la saison 6 de Mariés au premier regard, il y a autant, si ce n'est plus, de couples formés par l'émission koh que de couples formés et toujours ensemble par l'émission Mariés au premier regard. Alors que koh n'est absolument pas une émission, de dating show, une émission de rencontre vouée à former des couples. Je trouve que, ça remet quand même vachement en perspective la pertinence de cette émission et il faut qu'ils s'interrogent un peu, quoi. Alors oui, c'est du spectacle, oui, ça nous plaît de suivre cette émission-là, mais à un moment, s'il y a aucun résultat, ça devient quand même extrêmement frustrant en tant que téléspectateur et téléspectatrice. Mais on a de l'espoir pour cette fin de saison. Alors c'est parti, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec Bruno et Coralie, comme ça c'est fait, on n'y pense plus, on passe à autre chose. C'était long, c'était laborieux, c'était difficile et surtout je ne m'attendais pas à ce qu'on les voit encore autant après leur bilan. Donc en fait, en gros, pour résumer, parce que je vais pas refaire tous les rebondissements, les péripéties et cetera, parce que c'est très long. Pour résumer ce qui s'est passé, depuis leur bilan, Bruno est retombé, dans ses travers, dans, sa manière de fonctionner qu'on avait pu observer pendant le voyage de noces. C'est-à-dire qu'il force un peu Coralie, il veut pas entendre qu'elle est pas d'accord avec lui et quand elle lui exprime son désaccord, il lui reproche d'être agressive. Ce qui crée des conflits, logiquement et ils n'en sortent pas en fait, ils ne sortent pas de cet engrenage infernal et alors, d'abord ils font appel à Marie pour, qu'elle leur donne des conseils et puis finalement, Marie fait appel à une autre thérapeute qui vient les voir dans le sud direct pour une méthode coup de poing, dit-elle, un peu la méthode de la dernière chance. Et donc cette thérapeute va avec eux remettre tout à plat, faire un peu l'autopsie d'une dispute. Ce qui est pas mal parce qu'on a l'impression que ça fait quand même une petite prise de conscience à Bruno. Après, est-ce que ça va tenir sur la suite? Je pense pas, enfin, je suis pas certaine. On dirait qu'il a eu un déclic, mais est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Et surtout, moi, je suis quand même un petit peu chiffonnée, encore une fois, par cette idée de faire des thérapies de couple pour soigner un problème qui ne repose en fait que sur une seule personne. Alors oui, bien sûr, Coralie, elle avait aussi envie que son couple fonctionne, mais là, le problème, c'était pas elle, c'était Bruno. C'était Bruno qui a vraiment cette manière directive d'imposer des choses, cet aspect contrôlant de sa personnalité que même ses amis reconnaissent et disent aussi en souffrir parfois sur certains aspects. Et alors, elle doit aussi participer à l'effort de guerre de faire avancer le comportement de Bruno, alors que c'est elle qui s'en prend plein la gueule tout le temps. Je trouve ça un peu problématique et après ça, c'est pas propre à Marie au premier regard, c'est un peu, la thérapie de couple, on va dire, c'est le jeu. Mais là, étant donné qu'ils se connaissent depuis si peu de temps et qu'ils sont accompagnés par des expertes, j'aurais trouvé ça plus pertinent. Comme lui avait dit Estelle, hein, pendant le voyage de noces, elle lui avait dit: «Bruno, le problème de communication, c'est vous, c'est pas le couple». Et donc j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin là-dessus pour faire, peut-être un coaching ou une thérapie juste pour Bruno, pour ce souci-là, mais pas d'associer Coralie aussi parce que après aussi la thérapeute a beaucoup dit quand même, c'est vous 2 qui portez la responsabilité, de ce couple. Alors oui, bien sûr, mais là, la responsabilité de l'échec de communication, c'est quand même Bruno qui la porte parce qu'il n'est pas à l'écoute, parce qu'il est incapable de se remettre en question. Et je trouve ça difficile en fait parce que pour le coup, comme je l'ai déjà souvent dit dans d'autres épisodes, je trouve que Coralie pour moi, elle est assez exemplaire dans sa manière de s'exprimer avec Bruno, en tout cas de ce qu'on a vu. Il y a bien sûr des choses qu'on n'a pas vues, des choses peut-être qui ont été plus nuancées, mais je trouve qu'elle arrive assez bien à se positionner, elle accepte ce qu'elle peut accepter, quand elle sent que ça dérape, elle part. Elle n'est pas pour moi, elle est pas agressive, elle est assertive, j'en avais déjà parlé et donc c'est plutôt bien et le fait qu'il y ait du coup une thérapeute qui lui dise aussi de peut-être revoir sa méthode et qu'elle doit aussi s'adapter un peu d'une certaine manière à Bruno, ça me chiffonne un peu, mais je pense que, dans l'ensemble, elles ont quand même été assez claires sur le fait que ça soit à Bruno de faire des efforts maintenant et à voir s'il va y arriver. Je pense qu'il est quand même il a eu ce petit déclic, mais je sais pas s'il prend vraiment conscience encore complètement.
de la situation et de sa manière de fonctionner, sachant que ça fait 42 ans qu'il fonctionne comme ça et dans toutes les sphères de sa vie. Donc ça semble quand même un petit peu, compliqué d'imaginer un avenir et un futur entre ces 2-là. J'espère qu'on en saura plus, qu'on aura le fin mot de l'histoire, la semaine prochaine et si c'est pas la semaine prochaine, ben, sur leurs réseaux sociaux respectifs. En tout cas, j'aime toujours vraiment cet, engagement qu'ils ont dans leur relation, tous les 2 et la manière dont, ils donnent tout quoi, presque trop, mais enfin, qui suis-je pour juger si c'est assez ou si c'est trop? Et vraiment, là-dessus, encore une fois, bravo à eux. Dommage que ça fonctionne pas, quoi. Ensuite, Marie et Laurent, bon là, ça va aller vite parce qu'on les a pas beaucoup vus. On a vu la fin de leur voyage de noces où encore, tout était très bien, ils étaient encore sur leur petit nuage. Puis le retour à la réalité où, ils disent qu'ils commencent à se manquer l'un l'autre et Marie, dit à un moment dans une interview que vraiment avec Laurent, ils ont une relation très charnelle. Oui, c'est vrai, et puis finalement Laurent vient la voir, je crois à peu près une semaine après et ça tombe sur Noël, donc ils font, la soirée de Noël dans la famille de Marie. Tout se passe bien a priori et ensuite on ne voit que cette scène énigmatique du lendemain matin où, la voix off nous dit que c'est glacial, qu'il y a pas un mot qui est échangé et on voit Laurent faire ses affaires, partir et on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a eu un gros souci qu'on découvrira que la semaine prochaine? Est-ce que c'est juste du faux suspense à la Mariée au premier regard? C'est difficile de savoir, je vais pas faire trop de théories, même si, comme beaucoup l'avaient remarqué, on se questionne quand même sur l'engagement de Laurent, dans ce mariage. Donc ça pourrait être lié à ça. Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que Laurent a trouvé un prétexte pour fuir? Est-ce que, il y a eu une vraie dispute? Est-ce que c'est juste, un passage qui a été monté et qu'en fait tout va bien entre eux? On saura la semaine prochaine. Et puis, on passe à David et Marina. Et alors, je dois dire que je râle souvent quand même dans ces analyses de Mariés au premier regard, mais je continue à les faire parce que quand même, cette émission me divertit énormément. Et bien sûr, c'est long, il y a des longueurs, le montage est n'importe quoi, ils font des assortiments, des compatibilités tirés par les cheveux, mais on s'amuse quand même parfois. Et je dois dire que dans cet épisode, les rebondissements dans l'histoire de David et Marina m'ont beaucoup plu. Alors, en fait, ils étaient rentrés chez eux, ils s'étaient rendus leurs alliances, tout était fini quoi, en gros. Mais c'était sans compter Valérie, la maman de Marina, qui, en gros, a fait le taf des expertes. A vu des vidéos, de leur voyage et a dit à Marina: «Non mais en fait, vous jouiez un jeu, enfin là vous étiez pas vous-même, vous étiez complètement figée. Vous avez vécu un non-événement, enfin il s'est rien passé dans ce voyage. Vous pouvez pas vous dire que ça marche pas à partir de ce voyage où vraiment vous étiez chacun dans votre coquille». Eh ben oui, bravo Valérie. Mais pourquoi les expertes de Paris l'ont pas vu? Du coup, Valérie, la maman de Marina, elle les convoque. Et alors, c'est vraiment, il y a ce mot convocation. Elle convoque David et Marina chez elle. Donc, en terrain neutre, on pourrait dire, même si c'est quand même la mère de Marina, pour remettre les choses un peu, les cartes sur table, remettre les choses à plat et leur dire: «Ben, étant donné que le voyage s'est mal passé, est-ce que vous voulez pas essayer quand même, enfin, étant donné que vous vous êtes engagés dans cette expérience assez folle de vous marier, essayez de, vous revoir en dehors de ce cadre oppressant, qu'était la lune de miel pour vous». Et je trouve que c'est une super bonne idée et tous les 2 ils le disent, même s'ils sont tous les 2 un peu, ils ont pas forcément la même vision parce que Marina, elle a l'impression qu'il y a rien qui s'est passé avec David, qu'il y a rien qui s'est créé. Là où David, lui, il avait eu quand même une attirance physique pour Marina et donc il s'était un peu projeté, peut-être maladroitement, mais où il s'était dit: «Ben, ça peut peut-être nous mener quelque part». Donc ils sont quand même un peu en déséquilibre sur ce point-là. Mais ils disent tous les 2: «Oui, c'est vrai que dans ce voyage de noces, on n'était pas à l'aise, ni l'un ni l'autre. C'était pas du tout propice au rapprochement pour nous, ça ne convenait pas vraiment à nos caractères ou en tout cas à nos besoins à ce moment-là et on a besoin du quotidien, peut-être aussi de se voir hors caméra». David, il dit que, ben, ils ont 2 caractères qui font qu'ils ont plus de mal à s'ouvrir et je pense aussi qu'ils ont 2 caractères et 2 histoires de vie qui font qu'ils ont besoin de temps. Ils ont pas la même personnalité que Marie et Laurent où eux, ils ont pu s'ouvrir et avoir cette séduction beaucoup plus rapidement. Tout le monde n'est pas comme ça et c'est normal, chacun est différent et du coup, pour eux, ce voyage de noces, c'était vraiment un huis clos, irrespirable. Marina, elle le dit, elle dit: «Moi, à ce moment-là, j'avais juste besoin de me retrouver dans ma bulle et de respirer, d'être bien, quoi». Parce que c'était trop inconfortable pour eux
je pense aussi indépendamment de la personne en face d'eux. Du coup, ils décident d'essayer de se découvrir dans le quotidien et quelques jours plus tard, Marina va chez David et avant ça, David a quand même un entretien avec Marie Tapernou qui se rappelle que David et Marina existent et qu'ils ont besoin d'aide, donc je suis contente. Je me dis: «Ça se trouve, il y a eu d'autres interventions avant, mais ils les ont coupées», enfin, je sais pas, mais je suis contente de voir ce moment-là, du coup et du coup, Marie donne des conseils à David. Alors là, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe», parce que si elle repart dans son discours de: «Faut la brusquer», ça va pas me plaire. Mais encore une fois, le montage est hyper bizarre, donc on n'a pas l'entretien en entier, mais on a que des petits bouts éparpillés, qui nous arrivent au compte-gouttes de cet entretien avec Marie. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt des bons conseils qu'elle lui a donnés, qu'elle a été rassurante. Elle lui a dit un truc qui m'a pas plu, c'est qu'elle lui a dit: «Il faut qu'il prenne sa place d'homme» et pour moi, oui, David, il a peut-être besoin de s'ouvrir un peu plus, mais ça n'a rien à voir avec sa place d'homme. Marina aussi, il faudrait qu'elle s'ouvre un peu plus et je trouve ça dommage vraiment, enfin et moi je suis un peu contre le fait de genrer les conseils de séduction. Alors bien sûr, on a une histoire qui fait que on a, tendance à genrer, la place de l'homme et de la femme dans, les jeux de séduction, mais aujourd'hui, je pense qu'en 2025, il faut vraiment qu'on s'affranchisse de ça et les en tant qu'expertes qui vont donner des conseils à la télévision, qui vont être vues par des millions de personnes, il faut aussi, doser ce discours-là. David, il n'a pas besoin de prendre sa place d'homme, il a besoin de prendre sa place de partenaire. Je pense qu'on peut le formuler comme ça, sans que, ça soit non plus révolutionnaire, mais juste pour s'ils veulent créer une relation, il faut que chacun puisse prendre sa place de partenaire et donc en fait ne pas être spectateur de l'histoire, mais la faire avancer, que ça soit David ou Marina. Ensuite, elle lui dit que, il faut aussi qu'il lui fasse des surprises, que les femmes aiment bien les surprises. Pareil, hein, Marina peut aussi faire des surprises à David, je pense qu'il adorera ça. On peut prendre soin de son partenaire, peu importe son genre. Du coup, David, il a cette super idée de proposer de faire des éclairs, au chocolat à Marina, qu'ils les fabriquent eux-mêmes et Marina, ça lui plaît, ça la touche, donc je me dis: «Super» et en plus, David, il s'est quand même approprié les conseils de Marie, à sa personnalité, tu vois? Il a pas voulu faire un truc trop fou, donc j'ai trouvé ça très bien, ça lui correspondait. Plus il a mis en place, enfin, il a sorti ce petit jeu de cartes, pour se poser des questions, donc je trouve ça super. Il fait des efforts, il essaye de montrer qu'il s'intéresse à Marina et cetera, donc je trouve ça très chouette et là où j'étais plutôt contente de la réponse de Marie quand David lui a demandé comment essayer de se rapprocher physiquement tout en étant respectueux, Marie lui a dit que, ben, bien sûr qu'il fallait toujours garder le consentement comme, priorité. Pour essayer de se rapprocher en respectant ça, il pouvait essayer, de, par exemple, la toucher, assez brièvement sur une zone neutre. Donc par exemple, l'épaule, l'avant-bras, le dos et de voir comment elle réagit à ce moment-là et ensuite, bah, du coup, si ça se passe bien, la suite s'enchaînera. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal comme conseil parce que, c'est pas, enfin voilà, elle a laissé de côté son conseil de: «Il faut la brusquer». Et donc ce moment entre eux se passe assez bien mieux que la lune de miel en tout cas. C'est pas non plus incroyable, mais c'est lié aussi à leur personnalité. Et donc à la fin, David nous dit: «Ben moi j'aimerais bien aussi que Marina, propose quelque chose, enfin qu'elle montre qu'elle est investie dans la relation». Et oui, David, complètement, hein, une relation se fait à 2. Et à la fin, en partant, Marina propose une soirée entre amis, avec les amis de David et ses amis à elle. Je pense qu'elle, elle se dit que ça lui permettra peut-être d'être un peu plus libérée, d'avoir du monde autour, de sortir de ce duo. Je sais pas si c'est une manière de lui dire aussi: «Tu ne seras qu'un ami» ou si c'est, pour se sentir plus à l'aise et avoir le retour de ses amis à elle aussi. Mais en tout cas, elle propose quelque chose, elle fait des efforts, donc je trouve ça quand même plutôt positif et j'ai hâte de voir la suite, même si je doute quand même que ça finisse sur, une relation amoureuse entre eux. On continue avec Mallory et Mélanie et comme je le craignais un peu, elles sont quand même un peu, squeezées au montage. Enfin, c'est-à-dire qu'elles ont vachement moins de temps que, par exemple, Coralie et Bruno. Et après, c'est parce qu'il y a aussi moins de problèmes, je pense, mais donc en gros, on les voit à leur premier matin, elles vont partir en voyage de noces dans le nord de l'Espagne, et donc leur voyage se passe très bien. Elles sont très complices, elles s'entendent bien, elles rigolent bien, mais Estelle, nous dit à un moment qu'il faut faire attention, car elle risque de tomber dans la friend zone. Et alors, c'est vrai que c'est un risque pour tous les couples, mais ce que je me demande, on nous avait déjà sorti ce truc de la friend zone pour, Marina et David, et puis ça revient régulièrement. Est-ce que c'est vraiment le plus gros danger de devenir ami avec quelqu'un?
C'est juste ma question. Alors oui, bien sûr, comme ils le disent souvent, ils viennent dans l'émission pour, se marier, trouver un partenaire de vie, trouver enfin se mettre en couple, avoir un couple, qui tienne sur la durée. Donc de ce point de vue-là, on peut comprendre que c'est pas un ami qu'ils attendent, c'est pas un ami qu'ils cherchent. Mais, après tout, est-ce que finir l'émission, célibataire, mais avec une nouvelle relation assez forte, avec qui tu vas pouvoir partager des choses à l'avenir, c'est vraiment un échec? Est-ce que, c'est pas pire de genre tomber sur une personne avec qui tu n'as aucune affinité, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi raconter, tu ne pourras pas te remémorer certains épisodes de cette aventure folle. Enfin bref, du coup ça m'a fait un peu, à chaque fois ça me fait un peu tiquer moi ce truc de le danger de la friend zone. Oui, c'est vraiment le plus dangereux quoi. Le plus dangereux c'est pas, de tomber sur un fou, de tomber sur quelqu'un qui te dénigre. Non, c'est de devenir ami avec quelqu'un. Bref, je referme cette petite parenthèse. En effet, en fait, on a Mallory qui, elle, aurait envie de passer à l'étape supérieure, d'avoir des rapprochements physiques, avec, Mélanie. Mais Mélanie, pour elle, vraiment, elle veut prendre son temps. Encore une fois, on rappelle que ça fait que quelques jours qu'ils se connaissent. En plus, il y a des caméras qui sont quasiment là tout le temps. En plus, tu n'es pas dans ton environnement habituel. Donc ça peut tout à fait s'entendre pour moi, la volonté de prendre son temps. Elles disent toutes les 2 que l'autre leur plaît. Donc a priori, si on leur laisse le temps, je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher. Mais on a vu très peu d'elles et ça fait très peu de temps donc à voir par la suite. En tout cas, elles s'entendent bien, il y a pas de gêne, tout semble quand même plus ou moins bien se passer, donc elles me semblent pas trop en danger, ni l'une ni l'autre. Et pour finir sur une note positive, on passe à Clémence et Malik. Alors on les avait laissés sur un suspense insoutenable de est-ce que Malik veut un deuxième enfant ou pas? Et alors Malik, il lui répond, «Écoute, pourquoi pas? Je ne suis pas fermé, pas tout de suite. Je veux profiter, avec, d'abord la personne avec qui je ferai cet enfant et surtout il faut que ça soit avec la bonne personne, qu'on ait les mêmes valeurs, qu'on ait la même vision de l'éducation». Donc en gros, c'est la réponse parfaite, quoi. Clémence, elle lui dit: «Bah, écoute, je suis à 100 d'accord avec toi. Moi, bien sûr que j'ai envie, d'avoir un enfant, mais pas n'importe comment, avec une personne, avec qui, je me sens bien, avec qui j'ai pu aussi profiter, passer du temps avant, et donc j a priori, bah, c'est parfait, quoi. Ils se matchent aussi, ils sont aussi super compatibles sur ce point-là. Super, on est rassurés. Et donc leur voyage de noces se termine, pour la dernière soirée. Clémence, elle se fait belle pour son mari, elle se fait toute belle et elle veut lui faire la petite surprise. Alors lui, il est tout content, il la complimente. Enfin, ils sont vraiment trop choux et un peu trop. Enfin, c'est super pour eux, mais du coup, ils me font penser un peu à la chanson, Mon cœur, mon amour, d'Anaïs. Ça dégouline d'amour, c'est beau, mais c'est insupportable. Ils ont un peu ce côté-là, mais en même temps, vu qu'on a vu l'année dernière Clémence, être hyper désespérée, ça fait super plaisir. Et il y a aussi ce truc de Malik qui est peut-être un peu plus en retrait, mais je pense aussi que c'est dans sa personnalité et que Clémence, elle a peut-être aussi une aisance plus facile face aux caméras, sachant qu'elle a déjà fait l'expérience une fois. Donc pour elle, c'est peut-être plus facile d'être, 100 elle-même quand les caméras sont là. Et Malik, oui, est quand même quelqu'un d'assez pudique, assez réservé, mais je pense pas que ça soit, du contrôle ou du un non-engagement dans la relation. Donc vraiment, on les laisse à la fin de leur voyage de noces, tout semble aller hyper bien et puis ça se confirme après dans, la vie, dans le quotidien. Déjà, je pense qu'ils sont assez proches l'un de l'autre, géographiquement, ce qui est une vraie question, encore une fois, et bien sûr que ça aide. Du coup, tu peux te voir après le travail le soir, plus facilement le week-end. C'est pas tout de suite une organisation hyper compliquée pour se voir. Ils s'échangent leurs clés assez rapidement, donc très mignon quand même, encore une fois. Clémence se projette assez facilement et je pense que ça rassure Malik et que ça l'encourage aussi à se projeter un peu. Ils partagent leur passion, donc Malik emmène Clémence, le voir surfer, Clémence emmène Malik à la boxe. Ils sont trop mignons, quoi, ils sont vraiment trop mignons. Ils se présentent leurs amis respectifs et je trouve, moi, j'ai noté, j'adore la manière dont ils se regardent l'un l'autre. Il y a vraiment cette admiration, ce respect et oui, ils sont cette joie, en fait, de partager son temps avec l'autre et je trouve ça vraiment, c'est trop chou, quoi. C'est vraiment mais c'est trop mignon, ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, Jess, donc la une des meilleures amies de Clémence, dit à Malik: «J'adore la manière dont tu regardes mon ami» et vraiment dans leurs yeux, je trouve que tout est dit, quoi.
Et Clémence peut aussi rencontrer la famille de Malik, qu'elle n'avait pas pu rencontrer parce que à cause du souci qu'il y avait eu, dans sa famille au moment du mariage, du décès qu'il y avait eu, elle les rencontre un peu après et on voit juste sa rencontre avec la sœur de Malik et ça passe bien. Elle est appréciée, elle est validée par, la belle famille, enfin en tout cas par la belle-sœur. Donc franchement, aucun nuage au tableau, aucun nuage à l'horizon. On est trop heureux, quoi et en plus, on apprend qu'il y a une surprise au bilan. J'espère. J'espère que c'est pas un cap ou pas cap, mais je pense pas. C'est un autre couple. Bref, trop heureuse pour ce couple-là. On croise les doigts. On a tout misé sur eux depuis le début. Moi, j'ai douté. J'avoue, j'ai douté. Mais je pense que c'est les monteurs qui ont bien fait leur taf. Et maintenant, je suis à fond, quoi. Vraiment, team Clémence et Malik jusqu'au bout. Et avant de finir cet épisode, je voulais vous adresser un immense merci. Merci à toi qui suis mes analyses de Mariés au premier regard, qui aime mes vidéos, qui t'es abonné à ma chaîne, qui commente parfois et me partage ton avis. Merci, vraiment, tu n'as pas conscience à quel point c'est précieux pour moi ces retours-là. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer et ça ne fait qu'augmenter mon plaisir de regarder et de commenter ces émissions-là. Donc encore une fois, un immense merci. Et si jamais cette vidéo t'a plu et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à commenter la vidéo, à me partager ton point de vue avec respect et bienveillance évidemment, et à me retrouver la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Enfin, à très vite.